December, heavy metal band Damage Plan took the stage at the Alrosa Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically on this Friday the 13th. All right. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du crime. À mes oreilles, c'est ici Alex, et aujourd'hui en compagnie du fucking stagiaire à la console et de la magnifique Camille. Bonjour. Comment ça va? J'ai l'impression que t'as un préféré. Tout sauf toi. Aïe, la barre est pas haute. C'est vrai, elle est haute parce qu'il est extraordinaire. OK. Non, c'est un homme extraordinaire. Ça, c'est fin. Ouais. La barre est haute, fait que je vous aime en crise. Bon. C'est devenu touchant, tu vois. Ouais. Comment ça va, les amis? Moi, ça va. Ça va? Grosse semaine? Oui. Grosse semaine. Puis toi, comment ça va? Fatigué un peu. Les gens sur Twitch, vous êtes tombés sur la bonne soirée. On se tape un marathon de 3 podcasts ce soir. Ouais. Fait que si jamais vous voulez nous suivre sur Twitch, on fait des soirées d'enregistrement. Fait que vous avez tout accès d'avance sur tout, même avant Patreon, si vous venez sur Twitch. C'est vraiment d'avance dans le temps, ça. Ouais. Parce qu'il y a du monde qui va écouter ça dans 3 ans sur YouTube. Ouais. Imagine si t'étais là quand ça s'enregistrait. Tabarnak, hein? Mais ouais, c'est ça. Fait que on start notre soirée d'enregistrement avec du crime à mes oreilles ce soirée. Aujourd'hui, dans mon dossier que Camille m'a fait confidentiel. Merci à Paul pour la commandite d'encre. Je vous parle du procès de Judas Priest. Est-ce que vous connaissez Judas Priest? De nom, oui. Quand même. Oui. Oui. Pour une fois, ben ouais, on connaît Judas Priest. Oui. Ben oui, tout le monde connaît On Judas s'entend Priest. pour dire oui. Ouais. On s'entend sur oui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du procès qu'ils ont vécu dans les années 90? Judas Priest. On s'entend sur non. On s'entend sur non. On s'entend sur non. All right. C'est ça, aujourd'hui, sur du crime à mes oreilles. Le procès de Judas Priest. Aujourd'hui, le monstre qu'on va traquer pour le monstre qu'on traque aujourd'hui pour une bonne partie de l'Amérique des années 80, ce n'était pas un homme, c'était un vinyle, c'était une fréquence sonore. Oh. Fait que là, on part dans de l'absurde aujourd'hui. Les années 80, vous allez comprendre un peu. On plonge dans l'une des affaires les plus absurdes de l'histoire de la musique et de la justice. Imaginez la scène. On est en 1990 dans un tribunal austère du Nevada. Il fait chaud, l'air est lourde. D'un côté de la salle, vous avez des avocats en complet cravate, la Bible à la main, persuadés de combattre les forces du mal. De l'autre, vous avez les membres du groupe Judas Priest, les dieux du heavy metal britannique, assis là, en cuir et en clous, obligés d'expliquer à un juge de 60 ans comment on mixe une trame sonore. Grosse intro. Ouais. L'accusation, avoir caché un ordre de mort dans une chanson. Avoir tué 2 adolescents à distance sans jamais les toucher. C'est l'affaire de James Vance et de Raymond Belknap. L'affaire des messages subliminaux. Là, ça commence à me dire quelque chose, finalement. C'est l'histoire de 2 gamins perdus, d'un fusil de chasse, d'une société qui préférait faire le procès d'une chanson plutôt de regarder ses propres failles en face. Aujourd'hui, on fait le procès du diable. C'est parti. Ça part. Avant d'aller rejoindre James et Raymond sur le banc des accusés, ou plutôt sur le banc des victimes, il faut qu'on remonte le temps. Il faut comprendre dans quel monde ces jeunes-là vivaient.
parce que si vous regardez les années 80 juste à travers Stranger Things ou les films de Spielberg, vous manquez une grosse partie du tableau. Les années 80, aux États-Unis, c'est l'ère de Ronald Reagan. C'est le retour en force des valeurs chrétiennes, conservatrices et d'une Amérique puritaine qui a peur de son ombre. C'est dans ce terreau fertile que va pousser une hystérie collective qui s'appelle la satanic panic. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la satanic panic? Mais bien sûr. Oui, qu'est-ce que tu connais de la satanic panic? Je pense que la montée des groupes comme ça qui étaient plus rock, surtout avec l'esthétique aussi, là, puis des paroles qui étaient associées par les groupes de droite, là, puis tous ceux qui étaient vraiment plus religieux au diable. Fait que c'était la guerre. Puis on peut avoir un bon exemple de ça, mettons, dans Detroit Rock Dans City. Détroit, ville du rock, tellement. C'est exactement ça que Kevin je Henry pensais. qui n'a pas vu. Mais voyons, on s'entend pour dire qu'il faut que tu l'écoutes. On s'entend. Ah, il y avait pas le droit, eux autres, ils croyaient en Nest, c'était Satan, là. Mais là, tu manques ça. Ben, j'ai aucune idée, c'est quoi? Genre, absolument aucune idée. C'est genre un de mes films préférés. C'est un film mythique. Ouais, J'ai écouté quand 1 même. million de fois. Ouais. Ah, c'est vraiment bon. Mais oui, que vous pouvez voir justement la grand-mère, la mère de Jeremiah, Le batteur. qui fait partie de groupes religieux qui vont bloquer, faire des manifestations devant des shows de Kiss ou Ouais. des choses de même. Là. Elle l'envoie au pensionnat parce qu'elle trouve des trucs de musique puis un chandail, je pense, je me souviens. Des billets. Elle trouve les billets de spectacle de Kiss puis elle l'envoie au pensionnat. Ah, ouais, c'était la folie. En tout cas, c'est un peu parodié cette époque-là, mais c'est un peu ça là, qui se passait. Là. C'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais à l'époque, des millions d'adultes sérieux, des policiers, des juges, des travailleurs sociaux étaient intimement convaincus qu'il existait un immense réseau satanique clandestin. Ils croyaient que des cultes sacrifiaient des bébés dans les forêts et surtout qu'ils essayaient de recruter les jeunes par la culture pop. Tout ce qui sortait de la norme était suspect. C'est une époque hallucinante. Rappelez-vous, dans les années 80, si tu jouais, par exemple, à D&D, tes voisins pensaient que tu apprenais littéralement à jeter des sorts de magie noire. Il y avait des téléfilms comme Maze and Monster avec un jeune Tom Hanks qui expliquait aux parents que le jeu de rôle allait rendre leurs enfants fous et les pousser au suicide ou au meurtre. Mais l'ennemi numéro 1, la cible privilégiée de cette chasse aux sorcières, c'était le heavy metal. Pour l'Amérique bien pensante, le métal n'était pas un style musical. C'était un virus. C'est l'époque du PMRC, le truc de parents, d'avertissement parents sur les CD. Les Parents Music Resource Center, mené par Typer Gore, la femme du futur vice-président Al Gore. Ces femmes de sénateurs ont lancé une croisade morale pour censurer la musique. Ils ont créé la liste des 50-15, les 15 chansons les plus sales, ciblant Prince, Madonna, mais surtout AC/DC, Merciful Fate, Twisted Sisters et Judas Priest. Ils ont sorti un top 15 des pires chansons, les chansons les plus sales. Ça a l'air d'un titre putaclic, genre, les 15 chansons. Ça donne le goût de toutes les écouter. C'est vrai. Ça devrait être notre prochaine découverte ou critique d'album. Les 15 chansons les plus sales. On pourrait le trouver. Ouais. C'est On sûr. pourrait le faire. Pas les prochaines parce qu'ils sont déjà setés, là. Ouais. Mais ouais, prochaine fois, on pourrait passer à travers les 15 chansons les plus sales. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Leur théorie était simple, mais terrifiante. Les artistes de rock sont des agents du diable et leur arme secrète, le backmasking. C'est quoi ça? On va l'expliquer. C'est là que notre affaire prend racine. Des prédicateurs évangéliques parcouraient le pays pour brûler des vinyles en public. Ils expliquaient à la télé que si vous faisiez... C'est tellement ridicule, hein? Après coup, là. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Et à la télé, que si vous faisiez tourner un disque de Led Zeppelin ou de Black Sabbath à l'envers, vous pouviez entendre des prières à Satan. Selon eux, ces messages subliminaux
contournaient la conscience pour s'implanter directement dans le cerveau reptilien des adolescents, les transformant en zombies violents ou suicidaires. Fait du sens. Fait du sens en crise, hein? C'est fou. C'est de la pseudo-science totale. C'est ridicule, mais en 1985, pour des parents dépassés par les rébellions de leurs ados, c'est une explication rassurante. C'est plus facile de croire que le diable l'a fait faire par la musique plutôt que de se demander pourquoi leur fils était dépressif, pourquoi il se droguait ou ce qui se passait vraiment à la maison. C'est dans ce climat de peur et de censure et de superstition médiévale que James Vance et Raymond Belknap grandissent. Et quand le drame va arriver, la société ne va pas chercher à comprendre la douleur de ces deux garçons. Elle va chercher un bouquet mystère et elle va le trouver sur la pochette d'un album. Alors, qui sont ces deux garçons que l'Amérique va bientôt juger à titre posthume? D'un côté, on a Raymond Belknap, il a 18 ans. Raymond, c'est le genre de gars qui passe inaperçu. C'est un suiveur, un gars effacé. Il a quitté l'école tôt, il a des problèmes d'apprentissage, il a du mal à garder un emploi, mais derrière ce silence, il y a aussi un chaos familial. Raymond, il a grandi dans un climat de violence domestique constant. Il a vu sa mère se faire battre, il a eu des beaux-pères abusifs. C'est un enfant qui a appris très tôt que le monde des adultes était dangereux et imprévisible. Il a déjà eu des démêlés avec la justice pour des petits vols, des histoires de petites frappes, mais rien de criminel au sens large. C'est juste un jeune homme en colère qui ne sait pas comment l'exprimer autrement qu'en cassant des trucs ou en s'isolant. Fait que là, c'est un peu le portrait du premier jeune. Mm-hmm. Que tu vois que ça va. Ouais. Ça va super bien. Là. Tu grandis dans une bonne ambiance. Là. De l'autre, on a James Vance. Trompez-vous pas avec J.D. Vance. On aurait pu souhaiter que ce soit lui à la place. 20 ans, lui, c'est un peu le grand frère, le leader du duo, mais sa vie n'est pas plus rose. Il travaille, quand il peut, dans une usine de conditionnement de viande. Imaginez la job. Le bruit, le sang, la répétition. Pas un salaire de misère. Il déteste sa vie. Il se sent piégé à Reno, là où est-ce qu'il vit. Une ville qui promet la fortune aux touristes, mais qui laisse ses habitants sur le carreau. Lui aussi traîne un lourd bagage de violence familiale. Sa mère est religieuse, stricte, et à la communication est rompue depuis longtemps. Ce qui les unit, les deux jeunes, c'est ce sentiment d'être des ratés, des drop-out. Ils n'ont pas de diplôme, pas d'argent, pas de filles, pas d'avenir. Leur seul échappatoire, leur seule thérapie, c'est deux choses. Les paradis artificiels avec l'alcool, la marijuana, qui engourdit leur douleur, et la musique heavy metal. Pour eux, Judas Priest, ce n'est pas du bruit. C'est une communauté. Quand Rutherford crie sa rage dans le micro, James et Raymond se sentent compris. Pour la première fois, quelqu'un met des mots sur leur mal-être, c'est leur refuge. Comme qu'on peut souvent entendre, tu sais, quand tu vas parler avec du monde qui écoute du gros métal, c'est souvent du monde qui sont crissement zen ou quelque chose parce que ça canalise comme un peu quelque chose en dedans d'eux, puis eux autres, c'est un peu l'effet que ça leur faisait. Là. On arrive au 23 décembre 1985. C'est l'après-midi. Raymond et James se retrouvent chez James. Les parents ne sont pas là. Le plan, comme d'habitude, boire, fumer, écouter de la musique. Mais ce soir-là, l'ambiance est différente. Elle est plus lourde. Ils sont fatigués de se battre. Ils viennent de perdre leur job et d'avoir des engueulades chez eux. Ils se sentent au bout du rouleau. L'alcool coule à flot. Les joints s'enchaînent. Sur la table tournante, l'album Stained Glass de Judas Priest tourne. Les avocats diront plus tard qu'ils l'ont écouté en boucle comme hypnotisé.
La vérité, c'est probablement que c'était juste leur trame sonore habituelle. À un moment donné, la colère explose. Il commence à saccager la chambre de James. Il renverse des meubles, casse des objets. C'est un cri de désespoir. C'est là, au milieu des débris de cette chambre, que la décision est prise. Ils se regardent, ils comprennent. Ils ne veulent plus continuer, ils veulent partir. Il y a environ 19 ou 20 heures. Il commence à faire nuit, l'air est glacial dehors. Raymond va chercher un fusil de chasse de calibre 12 à canon scié. Il sort de la maison, puis il sort de la maison. Imaginez la scène. Deux jeunes hommes intoxiqués, désespérés, marchant dans les rues désertes de leur quartier avec une arme chargée. Ça peut juste bien finir. Ils se dirigent vers le Community First Church. Je recommence. Rewind. On va parler comme ma mère encore. Community First Church of God, une église protestante du quartier. Pourquoi là? Peut-être pour défier Dieu, peut-être parce qu'ils cherchaient une forme de pardon inconscient, ou peut-être juste parce que c'était désert. Ils entrent dans la cour arrière de l'église, le décor est glaçant. Ils sont entourés de jeux pour enfants. C'était comme dans l'église, il y avait comme une petite école du dimanche, puis une garderie. Fait qu'il y avait aussi comme il y avait un petit parc en arrière. Fait qu'il y a des balançoires, des glissades figées dans le froid de décembre. C'est là, au milieu de ce terrain de jeu censé représenter l'innocence, qu'ils vont commettre l'irréparable. C'est des pages de coller. Ben, je voulais juste m'assurer que non. Parce que je n'avais pas pris deux. Raymond Belknap est le premier. Il n'y a pas de grand discours, pas de lettre d'adieu. Il s'assoit ou se met à genoux, place le canon sous son menton, il tire. C'est fini pour lui. Immédiatement, le fusil tombe. James Vance est là. Il vient de voir son meilleur ami mourir. C'est à son tour, le pacte doit être respecté. Il ramasse l'arme, elle est glissante, pleine de sang. Il est sous le choc, ses mains tremblent, il est sous. Il recharge l'arme, place le canon sous son menton, puis comme Raymond, il appuie sa gâchette. Mais James ne tombe pas. Au dernier moment, peut-être à cause du recul, peut-être parce que ses mains ont glissé sur le sang, le canon a bougé de quelques millimètres vers l'avant. La décharge ne traverse pas son cerveau. Elle emporte tout le bas de son visage, sa bouche, son nez, sa mâchoire. Tout est pulvérisé, mais il est vivant. Non. Ouais. Il se retrouve là, dans la neige, défiguré, gémissant, seul avec le corps de son ami. Les secours vont arriver, ils vont le sauver médicalement parlant. Mais pour James Vance, le cauchemar ne fait que commencer. Et pour Judas Priest, à des milliers de kilomètres de là, sans le savoir, le compte à rebours judiciaire vient de démarrer. Excusez. J'ai fourché la langue. Après le drame, la police de Reno fait son travail. Pour eux, l'affaire est triste, mais classée. C'est un pacte de suicide alimenté par l'alcool, la drogue et la dépression. Dossier fermé. Mais pour les familles, et en particulier pour la mère de James Vance, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas accepter que son fils ait voulu mourir juste parce qu'il était malheureux. Il faut qu'il y ait une raison extérieure, une force maléfique. C'est là qu'entre en scène un avocat, Ken McKenney. McKenney, c'est un avocat civil. Il sent qu'il y a un coup à jouer. Il sait que l'ambiance aux États-Unis est pas mal anti-métal. Il se dit, si on peut prouver que la musique les a hypnotisés, on tient le procès du siècle. James Vance, qui est toujours à l'hôpital, bourré de médicaments, le visage reconstruit à peu près, commence à parler. Il dit à sa mère, c'est la musique. On était comme programmés. Est-ce qu'il pensait vraiment? Ou est-ce qu'il cherchait une excuse pour ne pas avoir à assumer sa responsabilité devant sa mère dévastée? On ne le saura jamais vraiment. Puis je pense,
Le suicide, me semble qu'en plus, c'est quand même grave dans le sens que ça fait partie des trucs qui fait que tu vas pas au paradis. Aussi. Fait que, tu sais, c'est dur à... Déjà, son meilleur ami est mort. Lui a survécu à ça. C'est sûr qu'il doit, je sais pas, se trouver une justification. je sais Ouais, pas. mais puis la façon qu'il survit aussi, là. Dégueulasse. Ça, on n'en mettra pas sur l'épisode, là, mais j'ai vu des photos là, de ça, là, de sa face. Là, puis, tu sais, c'est pas... Et puis ça a dû faire C'est mal. pas mal. C'était plus rien, là. Ça a tout parti, là. En tout cas. Je vais juste retrouver où est-ce que j'étais rendu. Mais, ouais, c'est ça. On ne le saura jamais vraiment s'il pensait vraiment ou s'il essayait de juste se trouver une excuse. Mais pour l'avocat, c'est le feu vert. McKinney engage des experts audio. Des types qui se disent spécialistes des messages subliminaux. Ils prennent l'album Stained Class. Ils l'écoutent à l'endroit, à l'envers, à différentes vitesses. Ils cherchent l'aiguille dans la botte de foin. C'est quand il faut que tu te donnes du trouble. Quand tu cherches, tu trouves. Ouais. Et soudain, bingo! Sur la chanson Better By You, Better Than Me, qui est ironiquement une reprise du groupe Spooky Tooth, fait que c'est même pas une originale de Judas Priest, ils isolent un son. C'est au milieu du morceau, entre deux lignes de chant de Rob Redford, on entend une sorte de grognement, de respiration bizarre. Les experts disent « Écoutez bien ». Ils le passent en boucle, et là, la famille entend « Do it ». Oh. Dans un grognement de base. Ah, ben en écoutant en boucle, tu sais, puis tu sais, en disant « Hey, t'entends-tu Do it ». Yeah. Puis là, ah, j'entends Do it. Ah. Pour eux, ce n'est pas un hasard, c'est un ordre de commandement. Un déclencheur psychologique inséré techniquement par le groupe pour forcer le passage à l'acte. La plainte est déposée. Ils réclament 6,2 millions de dollars à Judas Priest et à leur maison de disques CBS. Le motif, incitation au suicide par messages subliminaux. Ça va bien, hein? On est-tu dans la satanique panique ou on l'est pas? Direct dedans, pareil. là. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'Atlantique, en Angleterre, le groupe Judas Priest est à des années-lumière de tout ça. Pour situer le contexte, le groupe est au sommet, mais ils sont aussi en pleine transition. Ils travaillent dur, ce sont des musiciens professionnels, pas des sorciers vaudous. Quand la nouvelle tombe, c'est le choc absolu. Imaginez la scène. Le management de CBS appelle le groupe. Les gars, on a un problème. Un gros problème. Vous êtes poursuivis en justice au Nevada. Rob Redford, le chanteur, pense d'abord à une blague ou à une histoire de droit d'auteur. Un truc de contrat mal lu. Mais non. On leur dit, 2 gamins se sont tirés dessus et on vous accuse de leur avoir donné l'ordre de le faire via une chanson enregistrée il y a 10 ans. C'est un drôle d'appel, ça. Je dois te dire comme tabarnak, OK. Puis ce qui est fou, c'est que, tu sais, s'ils sont poursuivis, il y a un juge en quelque part qui a dit, OK, c'est bon, allez-y. Là. Ouais. C'est ça qui est fou. Là. La réaction du groupe passe par 3 stades. Glenn Typen et Kiki Darning, les guitaristes, tombent un peu comme à renverse. Ils savent comment ils ont enregistré l'album. Ils savent qu'ils n'ont jamais, au grand jamais, passé des heures en studio à insérer les messages secrets. C'est techniquement difficile. Puis on se rappelle qu'à cette époque-là, ça coûtait une fortune, le temps de studio. Fait que tu perdais pas ton temps à faire des affaires de même. Par l'ironie, c'est là que Rob, il y a une réflexion qui va revenir en cours, qui résume toute l'absurdité de l'affaire. Il dit à son manager, « Attends une minute. Si on voulait insérer des messages subliminaux pour contrôler nos fans, pourquoi on les dirait de se tuer? On leur dirait, achetez plus de disques! Tuer ses clients, c'est le pire business model du monde. » Mais quand tu es accusé de travailler pour Satan, ce que tu veux, c'est des actes démoniaques. Fait que ça tient pas comme argument. C'est ça.
Mais très vite, les rires s'arrêtent et ils réalisent que c'est pas une blague. Le système judiciaire américain a validé la plainte. Le procès aura lieu et là, ils comprennent que leur carrière est en jeu. Si Judas Priest perd ce procès, ça veut dire que n'importe quel artiste, n'importe quel écrivain, n'importe quel cinéaste peut être tenu responsable de ce qu'un fan déséquilibré fait après avoir consommé son œuvre. Ce n'est plus juste leur argent qui est menacé. C'est la liberté d'expression artistique de toute l'industrie musicale. Ils doivent faire leur valise, direction Reno. Les Metal Gods vont devoir troquer les scènes pour la barre de témoins que le cirque commence. Nous sommes le 16 juillet 1990. Il fait une chaleur écrasante dans le Nevada. Le palais de justice du comté de West Shore est assiégé. Dehors, c'est le cirque. D'un côté, vous avez les fans de métal venus soutenir leurs idoles avec des pancartes. De l'autre, des groupes religieux qui prient à genoux pour que le mal soit puni. Les caméras du monde entier sont braquées sur les portes. À l'intérieur de la salle d'audience, l'ambiance est surréaliste. Les membres de Judas Priest, Rob, Kiki et Glenn, ont laissé leur cuir et leur clous au vestiaire. Ils portent des costumes cravates un peu trop sages pour qu'est-ce qu'ils ont l'air d'habitude. Ils ont l'air d'enfants de cœur qui se sont perdus. Mais on sent la tension. Rob dira plus tard qu'il était terrifié. Un détail très important, il n'y a pas de jury. C'est une stratégie de la défense. Les avocats de Judas Priest savent qu'un jury populaire composé de parents moyens du Nevada aurait probablement condamné le groupe juste parce qu'ils n'aimaient pas le métal. Ils ont donc parié sur un procès devant un seul homme, le juge Jerry Whitehead. Il espérait qu'un homme de loi se fierait aux faits et non à l'émotion. Le juge Whitehead est un homme sérieux, austère. Il autorise les caméras dans la salle, ce qui est très rare à l'époque, transformant le procès en spectacle national. Justement, c'est ça, je me demandais si ça avait été télévisé, je savais pas. Ouais. C'est quand même fou, là. Il y avait eu aussi Twisted Sisters qui avait été poursuivi, là, puis là, t'avais le chanteur qui était là, comme ben habillé, mais avec son grosse chevelure. Lui, il a la tête de l'emploi pour se faire poursuivre pour ça, en plus. Là. Mon Dieu. Ouais, quand même. Alright, je suis rendu là. L'accusation ouvre le bal avec une stratégie agressive. Leur argument est fascinant d'un point de vue juridique. Ils n'attaquent pas les paroles officielles de la chanson. Ils savent que les paroles sont protégées par le premier amendement, celui de la liberté d'expression. Non, ils attaquent le produit. Ils disent l'album Stained Glass est un produit défectueux comme un grille-pain qui explose. Leur théorie repose sur des experts autoproclamés, dont un certain Wilson Key. Ce type est connu pour voir des symboles sexuels dans des glaçons de publicité pour le whisky. On voit comment il est sérieux. L'accusation fait jouer la chanson Better by You, Better Than Me en boucle dans le tribunal. Cette scène, excuse-moi. Hein? Juste cette scène-là, mettons, là. C'est quand même spécial. J'avoue, hein. Tout le monde, le c'est juge, on peut genre, l'écouter. les autres, tout le monde, puis là, tout le monde écoute ça ensemble. C'est bizarre. En boucle. En boucle, tu sais. Faut qu'ils l'entendent, le do it. T'as-tu réussi à trouver un archive de ce procès-là? Il y en a. Là, c'est pas dur à trouver. Là. Ça doit être beau. Ils ralentissent la bande, ils isolent les fréquences, ils pointent ce fameux moment, une sorte d'expiration rythmique entre les paroles. L'avocat de la famille martèle. Entendez-vous? C'est clair, ça dit do it! Selon eux, ce do it est un déclencheur post-hypnotique. Ils vont plus loin. Ils prétendent que le groupe a utilisé une technologie sophistiquée pour cacher d'autres messages comme Try Suicide ou Sing My Evil Spirit.
dans d'autres chansons, pour la famille, Vance, c'est la seule explication logique. James et Raymond étaient des marionnettes de Judas Priest et Judas Priest tirait les ficelles. Mais mettons, je sais pas c'est combien de copies vendues. Les autres, ça a pas marché ou c'est comment ils justifient ça? On pourrait pas te le dire. Hey, je suis pas avocat, là. Mais la question a-tu été soulevée? Pas très solide. Je pourrais pas te dire si cette question précise a été soulevée. Ça va nous prendre un verbatim, pas le choix. T'es recherché. Dans la salle, c'est le malaise. À force d'entendre le son en boucle, même les journalistes commencent à se demander s'ils n'entendent pas Do It. C'est le pouvoir de la suggestion. Ah, mais ça, c'est genre la même technique qu'ils disent qu'eux utilisent. Mettons, je pense qu'avant, là, les policiers, là, quand il fallait pointer un suspect, mettons, ils pouvaient ils disaient avant, c'est-tu lui, puis là, tu le cherchais dans les photos, mais maintenant, ils mettent plein de monde que tu connais pas avec la personne pour pas... C'est pas une proposition, là, c'est comme... Sinon, déjà, tu penses que c'est lui, tu l'as vu, fait que tu... Ouais, c'est ça. Comme une suggestion, forte suggestion, là, ça se fait même plus maintenant, puis ça, c'est drôle, ça. Quand tu dis avant, écoute, tu vas entendre ça. Ah ouais, OK. Puis c'est un peu le point de Rob, là. C'est autour de la défense. Et c'est là que le procès bascule dans la légende. Rob prend la barre. Il doit expliquer la technique. Il explique que ce fameux Do It, c'est juste lui qui reprend sa respiration en 2 phrases, mixé avec un effet de guitare. C'est un artefact sonore, un hasard. Mais le juge semble sceptique. Alors, Rob décide de faire une démonstration en direct. Une démonstration qui va ridiculiser toute l'affaire. Il explique au juge le concept de pareidolie auditive. C'est le phénomène qui fait que notre cerveau cherche à reconnaître des mots où il n'y a que du bruit. Si je vous dis que vous allez entendre banane, votre cerveau va chercher le mot banane. Voilà. Rob demande à ce qu'on joue une autre chanson de l'album, Exciter. Mais à l'envers. Le tribunal écoute, c'est du charabia. Du bruit inversé. Rob regarde le juge et dit « Votre honneur, dans ce passage, j'ai clairement inséré la phrase « I ask her for a peppermint ». Le message... il enchaîne, il joue un morceau. Excusez, j'avais sauté une phrase. Il enchaîne, il joue un morceau à l'envers et il dit là, ça dit Gardening is wise. Le message est clair. On peut faire dire n'importe quoi à du bruit si on donne la traduction à l'avance. Rob assène le coup de grâce avec sa logique imparable, teintée d'humour noir. Ce qu'il avait dit à son manager. Votre honneur, si nous étions capables d'insérer des commandes subliminales dans notre musique pour manipuler nos fans, pourquoi leur dirons-nous de mourir? Nos fans, c'est notre gagne-pain. Si on devait cacher un message, ça serait acheter plus de disques ou acheter plus de t-shirts. Dans la salle, on sent que le vent tourne. L'accusation de sorcellerie technologique s'effondre face au bon sens économique et technique. Le procès dure environ 1 mois. Le 24 août 90, le juge Whitehead rend son verdict. Et c'est un jugement complexe. Il faut bien comprendre la nuance, car elle est effrayante pour les artistes. Le juge affirme que les messages subliminaux ne sont pas protégés par la Constitution. Si vous cachez un message, ce n'est pas de la liberté d'expression. C'est une intrusion dans la vie privée. C'est une défaite philosophique pour l'art. Le juge admet qu'il entend le son Do It, mais il croit que le son est sur la bande. On l'entend parce que... La zone technique, là. Oui, exactement. Mais le juge conclut qu'il n'y a aucune preuve scientifique
que ce do-it a été placé intentionnellement. Il accepte l'explication du groupe. C'est un hasard, un mélange de respiration et d'instruments. Et surtout, il conclut qu'il n'y a aucune preuve que ce son, même s'il existe, a le pouvoir de forcer quelqu'un à se suicider. Il reconnaît que les facteurs sociaux, alcool, violence, dépression, étaient les vraies causes. Alors le verdict est non coupable. Judas Priest est blanchi. Ils ne doivent pas payer les 6 millions. Le groupe sort du tribunal épuisé. Ils ont gagné, mais ils ne fêtent pas. Parce qu'au fond, 2 jeunes sont morts. Et ce procès n'a servi à rien, sinon à prouver que l'Amérique cherchait des fantômes dans ses haut-parleurs au lieu de s'occuper de ses enfants. Au final, qu'est-ce qui reste de toute cette histoire? Un gâchis immense. James Vance n'a même pas vu la fin du procès. Il est mort en 1988, 2 ans avant le verdict des complications de ses blessures. Il est mort en croyant peut-être encore que la musique l'avait piégé. Judas Priest a continué sa carrière, mais l'innocence était perdue. Rob a souvent dit que ce procès l'avait vidé émotionnellement. On pourrait se dire, c'est bon, c'est les années 80, on a évolué. On ne traîne plus des artistes en cours pour leurs paroles ou leur influence. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est ça? C'est une question. Hmm? C'est une question qu'il faut se mettre d'accord. Ouais, on se met d'accord pour dire que ça continue sous une autre forme. Ouais, il doit y avoir un exemple. Ben, Sinon, il poserait juste pas la question. Kneecap, là, il me semble que c'est un peu dans le... Ah, il va dire. On pourrait se dire justement ça. C'est là que je veux attirer votre attention sur ce qui se passe en ce moment même, en ce début d'année 2026. L'histoire ne fait que se répéter, mais avec des mots encore plus violents. Si vous avez écouté notre épisode sur le groupe Kneecap, Tu l'avais écouté. Hey, j'avais écouté, j'étais là. vous savez de qui je parle. Pour ceux qui l'ont raté, petit rappel. Kneecap, c'est un trio hip-hop de Belfast. Ils rappent en irlandais, en gaélique. Ils sont provocateurs, politisés. Ils abordent souvent et il y en a un qui aborde des cagoules aux couleurs de l'Irlande. Il y a 2 ans, ils avaient déjà gagné une bataille contre le gouvernement qui coupait leurs subventions sous prétexte que leur message politique était inapproprié. La haute cour avait jugé cette censure illégale. Mais l'État n'a pas lâché prise. Il avait été repoursuivi pour terrorisme il n'y a pas longtemps. Et si vous suivez l'actualité, vous avez vu la bombe qui est tombée cette semaine. Ce mardi 14 janvier 2026, une nouvelle procédure s'est ouverte contre eux à Londres. Et cette fois, on ne parle plus de bonne mœurs, de subventions culturelles, le ton a radicalement changé. Les nouvelles accusations qui pèsent sur eux, basées sur leurs textes et leurs images de scène, révèlent carrément de l'apologie du terrorisme, encore une fois. Vous entendez bien. En 2026, on tente d'utiliser les lois antiterroristes contre un groupe de rap. On associe leur satire politique et leurs revendications identitaires irlandaises à une menace pour la sécurité nationale. Le parallèle avec Judas Priest est glaçant. En 90, l'Américain puritaine accusait Rob de satanisme pour faire peur aux parents. C'était les mots clés de l'époque pour diaboliser. En 2026, l'établissement britannique utilise le mot terrorisme. C'est le nouveau Satan. Le nouvel épouvantail suprême pour justifier la censure et faire taire à distance. Dans les 2 cas, la mécanique est identique. Quand le pouvoir a peur d'une jeunesse qui ne comprend pas, que ce soit des fans de métal perdus à Reno ou des jeunes de Belfast, ils sortent l'artillerie lourde pour transformer les artistes en ennemis publics numéro 1. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un politicien traiter un rappeur de terroriste ou un rocker de danger public, demandez-vous, est-ce qu'il protège vraiment la sécurité du pays ou est-ce qu'il sert juste à faire taire ceux qui crient trop fort?
Restez critiques, restez bruyants et surtout, lisez entre les lignes. Belle finale. Magnifique. Bravo. Bonne soirée. Yes, merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté, les amis. C'était très intéressant. Pour ceux qui sont sur Twitch, on vous revient dans une 15-20 minutes pour un premier épisode de Découverte. Des découvertes, Des découvertes musicales. Il n'y aura pas de jingle dans l'épisode de découverte. C'est rien que pour du crime qu'on l'a Non, fait. mais vous allez entendre notre nouvelle intro. Ouh! Oh là là. Même si ça va faire une couple de semaines que le monde l'entende, mais Ah, c'est Je t'en- compliqué le temps. c'est compliqué le temps. C'est compliqué. On enregistre d'avance, c'est compliqué le temps. Mais pour nous, c'est encore tout nouveau. Fait qu'on se dit à tout de suite ceux-là qui sont sur Twitch. Et pour ceux qui nous écoutent en rediffusion, ben merci d'avoir été là. Si vous voulez nous suivre, le stagiaire, on fait ça où? On fait ça où à cette heure? On fait ça sur Patreon. Patreon, après ça, YouTube. C'est sur YouTube. C'est sur quoi d'autre? C'est quoi tu m'as dit tantôt? Addict? Podcast Addict. Podcast Addict. C'est super facile en plus. Ah ouais, c'est pas facile. Bon, on se... Fait que non, on est sur partout sauf Camille, On le dit pas. sauf Cette plateforme. la plateforme merdique Spotify. Merci tout le monde, on se revoit dans pas long ceux qui sont sur Twitch. À tout de suite.